Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence sur la relation client. Quand l'IA redonne du souffle et du sens à la relation client, comme tu disais, c'est plus d'IA pour plus d'humains. C'est un petit peu le sous-thème ou le sous-titre qu'on donnerait à cette conférence. Et on va essayer de vous expliquer justement en quoi l'intelligence artificielle permet de donner plus de sens à la relation client, plus de sens aux conseillers et aider les équipes à améliorer la relation client et le parcours client. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir 3 experts qui vont partager des retours d'expérience. Alors Christelle, je te laisse te présenter tout d'abord. Alors du coup, je recommence. Donc bonjour à tous, je suis Christelle Grandjean, je travaille à la CIPAV, je suis attachée de direction et je suis donc responsable de ce qu'on appelle le département des opérations où essentiellement on traite l'accueil, le centre d'appel, donc c'est une forme d'accueil aussi, et puis je suis en charge aussi de tout ce qui est liquidation des droits, qui soient propres ou ce qu'on appelle dérivés, tels que les pensions de réversion ou l'invalidité d'essai, enfin la prévoyance globalement. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu nous referas un petit topo sur la CIPAV et les équipes du service client. Alors Mohamed, je te laisse te présenter. Alors, donc pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, Mohamed Ben Abdelghani, donc responsable de la transformation digitale chez Adecco Médical, qui est la filière santé du groupe Adecco, donc leader des ressources humaines, connu notamment pour de l'intérim, mais pas que. Il y a un panel de prestations beaucoup plus large, et donc je m'occupe de, comme je disais, de la transformation digitale, mais surtout des chantiers de réinvention des agences de demain, du métier en agence demain, et comment est-ce qu'on peut accompagner nos candidats, nos clients à fluidifier leur parcours et à faire en sorte qu'on ait une façon de traiter qui soit beaucoup plus fluide, mais surtout qu'on enlève toute la chaîne lourde et administrative importante dans nos équipes pour pouvoir être plus réactifs au service de nos clients et de nos candidats. Donc c'est un élément important, notamment dans tout ce qu'on construit en termes d'intelligence artificielle. On réfléchit toujours avec l'humain au centre, comme le disait Frédéric tout à l'heure, de façon à construire des initiatives qui soient pertinentes pour les équipes, qui leur permettent de faire gagner du temps. Et ce temps-là, on va le réallouer sur de la relation humaine. Alors Ludovic, je te laisse te représenter. Alors, rebonjour, Ludovic Nodier, donc je suis le fondateur de l'élection du service client de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, élu service client de l'année, c'est un signe distinctif de valorisation en relation client. C'est celui qui a le plus de notoriété en France, avec 76% de taux de notoriété. Et c'est plus qu'un signe de valorisation, c'est, on va dire, un dispositif qui permet d'animer votre relation client, d'obtenir des insights et un comparatif dans votre univers de consommation et potentiellement de pouvoir communiquer auprès des consommateurs sur le signe si vous êtes lauréat dans votre catégorie. Ouais. Un vrai signe de benchmark et de motivation des équipes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une petite introduction pour présenter Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On verra justement qu'est-ce qui a changé et tu nous donneras les grandes tendances sur l'intégration de l'IA dans la relation client. Et ensuite, Mohamed, tu nous expliqueras vraiment comment on met plus d'IA pour plus d'humains dans la relation client. Et Christelle, tu nous donneras un retour d'expérience de la CIPAV et un focus sur le callbot. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent. Donc, Eloquent, on est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction. On aide les entreprises donc à fluidifier leur parcours client et à mieux gérer les conversations avec leurs clients. Vous savez, plus de 25 ans qu'on existe, on est une centaine en France. On gère un demi-milliard d'interactions, téléphone, chat, callbot, email, etc., etc. Et on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction à nos clients, au travers de nos clients. Donc notre objectif, c'est donc aider nos clients à être plus efficaces, Adecco Médical en particulier sur tout ce qui est la partie centre de contact, la CIPAV aussi pour la partie centre de contact, mais également la partie enquête de satisfaction. Et à chaque fois, en fait, nos clients peuvent choisir l'intégralité des modules qui seront utilisés vraiment la main dans la main, soit en fait différents modules qui peuvent déployer. Par exemple, la CIPAV, vous avez commencé par la partie téléphone et ensuite vous avez déployé la partie callbot, par exemple. Certains de nos clients sont plutôt sur la partie enquête de satisfaction et c'est vraiment selon les choix, les enjeux et ce qu'il y a de plus important à améliorer dans la relation client. Voilà, donc on va commencer, on va prendre le bus, le minibus, en tout cas le van, de la relation client. Et pour cela, en fait, Ludovic, moi je t'avais posé une question et je te demandais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui évolue en fait, quelles sont les tendances au niveau de la relation client et en particulier avec l'intégration de l'IA.
Eh bien, écoute, je vais essayer d'y répondre. Alors, tous les chiffres de cette présentation sont basés sur l'Observatoire des services clients qu'on réalise chaque année avec Ipsos BVA. On interroge 5000 personnes qui sont ici de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Italie. Et à chaque fois, on a un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population. Et donc, c'est ça les chiffres que vous allez découvrir. Et cette enquête, on l'a fait du 25 août au 7 septembre 2025. Donc, ça ont quelques mois. Alors, première chose, la relation client, en gros, c'est le quotidien des Français. Ils sont 78% à avoir contacté au moins un service client au cours des 12 derniers mois. Ça veut dire aussi un truc, ça veut dire qu'eux, ils sont experts en expérience client. Et souvent, vous allez vous confronter, parce que vous, souvent, vous êtes des experts en process. Et donc, on a souvent deux visions qui peuvent s'affronter. En plus de ça, ces Français qui vous ont contacté, ils ont utilisé en moyenne 3,7 canaux pour vous joindre. Avant, on faisait des portraits robots, on avait des personas, on disait tel CSP va vous contacter par téléphone, tel CSP, ça va être de l'écrit. Maintenant, c'est fini. Ils sont nativement omnicanaux. Et en fait, la consommation qu'ils font, elle dépend plus de leur moment de vie, de la situation dans laquelle ils se trouvent, du type de demande, que de qui ils sont réellement. À chaque fois, on se dit, tiens, le téléphone est mort. Eh ben non. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils nous disent et ce n'est pas ce qu'on constate. Le premier canal de contact, évidemment, reste le téléphone, même s'il est plutôt stable. Ils sont 53% des Français à l'avoir utilisé l'année dernière. Il est talonné par le mail. On va dire que grosso modo, les canaux classiques, Drive, enfin 70% des Français utilisant encore les canaux classiques et que ça reste stable. Derrière, on a des canaux plus digitaux, on peut les appeler conversationnels en ligne, nouveaux. Ils sont majoritairement écrits. Le seul qui progresse réellement cette année, c'est le chatbot, avec 31% des Français qui l'ont utilisé. Et ce qui est nouveau, je crois que c'était 8% ou 7% il y a 5-6 ans. Ou il y a quelque chose quelques années, exactement. Donc ça, c'est une vraie révolution, c'est une vraie accélération. Et en fait, on a une accélération de l'écrit. On a une accélération de l'écrit, mais pas comme on le connaissait avant. Avant, l'écrit, majoritairement, c'était j'ai du stock. Un email, j'ai 2 jours, 4 jours, 6 jours. Au début d'Élu Service Client de l'année, 6 jours pour répondre à un email il y a 20 ans. Aujourd'hui, si vous ne répondez pas à un email dans la demi-journée, allez dans la journée, vous avez une forte chance d'avoir de la réitération. Donc, ce qui veut dire que le temps, il s'est accéléré. Ce qui veut dire qu'en fait, vous devez tout gérer comme des flux. Quand on voit des canaux comme les messageries mobiles, quand on voit du WhatsApp qui progresse, etc., eh ben, on ne veut pas attendre. Au bout de 30 secondes, je veux que quelqu'un me réponde. Et donc, ce qui veut dire que vous ne gérez plus que des flux et pas des stocks. Et donc, il y a deux choses que ça implique. Le premier, c'est faire des prévisions. Parce que si vos prévisions ne sont pas bonnes, vous n'avez pas les bonnes ressources en face, forcément. Et donc, ça crée des problématiques. Et la deuxième, c'est avoir des collaborateurs qui sont correctement formés à l'écrit et à l'écrit rapide. Alors, on verra peut-être que l'IA peut nous y aider. Mais ça veut dire aussi des gros plans de formation pour accompagner ces collaborateurs et pour être capable de maintenir leur employabilité. Il y a un canal qu'on voit quand même de plus en plus en retrait, ce sont les réseaux sociaux. En tout cas, dans la relation client. Les marques s'en sont peu appropriées ce canal, on peut dire. Et c'est un canal qui n'offre pas aussi toutes les garanties de sécurité, RGPD, confidentialité que peuvent nécessiter certaines interactions. J'ai cassé la zapette. Pardon. En France, on a l'habitude de se flageller en général. On dit, bon, la relation client, elle n'est pas si bonne que ça. Quand on interroge les Français, ils sont 80% à nous dire qu'ils sont satisfaits de la qualité de la relation client et des échanges qu'ils ont pu avoir avec nos services clients. C'est un taux qui reste plutôt stable, mais qui permet aujourd'hui, on peut aller dans un dîner en ville en disant « je bosse dans la relation client », on ne repart pas avec un dossier de trucs à résoudre, comme ça a pu être le cas il y a une vingtaine d'années. Alors moins souvent, parce que je vois qu'il y en a qui... Mais dans l'absolu, on a plutôt un bon niveau. Après, on est sur du volume, donc forcément 20%, ça reste beaucoup, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des millions d'interactions qui se passent toujours super bien.
et qu'en général, on parle toujours des interactions qui se sont moins bien passées. Et c'est celle-là qui cristallise le plus. On voit qu'ils ont un taux de confiance à 80%, en légère baisse, et en général, cette baisse, elle est due à tous les outils digitaux, et en particulier liés à l'IA. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une forte corrélation entre la confiance et l'augmentation de l'utilisation d'un canal. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, quand je prends un chatbot ou quand je prends en tout cas une machine qui me répond de manière automatique, j'ai moins confiance. Et souvent, derrière, je veux éventuellement parler à un conseiller. D'ailleurs, quand vous prenez vos SVI, en général, langage naturel, premier truc que fait un consommateur, il ne dit pas « je veux résoudre ça », il dit « je veux parler à un conseiller ». Ça le rassure. Et donc, on a des gros... D'ailleurs, j'aurais une question. Quel est le taux de satisfaction pour les chatbots? Est-ce qu'il est de 90%, 80%, 70%? Tu veux que je te donne une réponse? Alors, je vais te faire... j'ai pas la réponse en tête là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, en tout cas aujourd'hui, on a à chaque fois entre 15 et 30 points d'écart de satisfaction entre un humain et quelque chose d'automatique. Ça ne veut pas dire que quelque chose d'automatique a délivré une prestation moins bonne ou n'a pas fait une résolution au premier contact. Mais on a la problématique de la confiance. Et aujourd'hui, on est encore dans une période en fait, d'appropriation des outils. Enfin, juste si on se remet un peu IA générative, c'était 2023, c'était il y a 2 ans et demi en fait. ChatGPT, il est sorti il y a 2 ans et demi. C'est uniquement à ce moment-là que le grand public s'est approprié cette technologie. En 2 ans et demi, on en a partout, on en parle tous les jours, mais ça a été plus rapide et on a 48% des Français qui utilisent l'IA maintenant aujourd'hui. C'est plus rapide qu'Internet, c'est plus rapide comme déploiement que le smartphone, donc c'est fulgurant. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal. La vérité, c'est qu'on est encore en train de tous apprendre. Et on le sait tous dans nos organisations, quand on fait une conduite du changement, mais c'est pareil avec les clients, il y a un temps d'appropriation, il y a un temps où je vais poser la question à la machine et derrière, je vais même me confronter à un humain pour voir si j'ai la même réponse. Et au fur et à mesure de cette appropriation, je vais gagner de la confiance et potentiellement, je vais accepter ce que peut me dire la machine. Alors justement, si on parle d'IA chez les Français, ils sont comme vous, ils s'en servent. Ils sont même 21% à nous dire avoir déjà utilisé l'IA pour contacter un service client. Et donc pour rédiger le petit mail, la question en chat, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, maintenant, en tout cas pour ceux-là, on a des questions plus fournies. Éventuellement, on a des questions avec des propositions de réponse. Parce que l'IA leur en a donné aussi. Alors, alternative, vous préférez quoi? Vous préférez quoi? Ce que vous disent les marques aussi, c'est qu'elles ont du coup aussi souvent des interactions qui sont mieux identifiées, parce que l'IA lui dit aussi, faut mettre ton numéro de client, faut t'identifier pour que l'autre derrière, il puisse... Ça veut dire aussi que souvent ces interactions sont un peu plus complexes qu'avant, parce qu'ils sont experts, et puis de temps en temps, en plus, ça rajoute une petite couche, soit réglementaire, soit DGCCRF, etc. Ça peut faire peur. Donc ça demande en tout cas... La deuxième chose, c'est qu'ils nous disent qu'ils sont 11% à avoir utilisé l'IA pour résoudre un problème avant, voire à la place du service client. Ça pose la deuxième question de quelles données vous mettez à la disposition des moteurs d'IA pour être correctement référencés ou pour que les données de vos entreprises soient correctement référencées. Souvenez-vous, tous les moteurs de recherche, on a investi tous des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour être correctement référencés, pour que ça aille taper au bon endroit, etc. Ça va être pareil avec les moteurs d'IA. Si vous ne faites pas ce travail d'aller dessus, de référencer vos données, d'en partager, potentiellement les réponses qui vont apparaître ne seront pas les vôtres, et donc elles ne seront pas justes. Et à chaque fois, vous devrez lutter, entre guillemets, contre des informations qui ne sont pas exactes. L'humain continue de gagner, ça reste le choix numéro 1 quand j'ai le choix et quand j'ai une alternative possible. Ils sont 90% des Français, en tout cas, qui préfèrent attendre plus longtemps pour être mis en relation avec un conseiller plutôt qu'un agent virtuel. Et ils sont même, pour l'instant, 64% à rejeter l'idée d'un conseiller assisté par l'IA et moins personnalisé, même s'il est plus rapide. Ça avance très vite. La vérité d'aujourd'hui sera certainement pas celle de demain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en phase d'appropriation. Mais pour que ça change, il faut créer de la confiance. Et la première
chose dans la confiance, c'est la qualité de la réponse, c'est ce qu'on appelle la résolution au premier contact que vous connaissez tous. Et donc en fait, c'est l'homogénéité de la réponse de la machine versus la réponse que peut faire un humain ou qu'on peut trouver sur un autre support. Alors justement, comment tu as intégré élu service client de l'année dans ces benchmarks? Donc l'IA, comment tu as intégré l'IA dans les benchmarks? Alors juste pour rappel, c'est quoi élu service client de l'année? On l'a dit, c'est un prix en relation client. Nous, notre mode de mesure, ce sont des tests clients mystères et on fait 225 tests clients mystères par entreprise et on répartit ces entreprises par univers de consommation de manière à pouvoir comparer des entreprises qui sont dans un univers comparable et surtout de manière à pouvoir donner aux consommateurs une information de l'entreprise qui est la mieux disante en matière de relations clients dans cet univers. J'ai envie de te dire, on n'a pas intégré l'IA ou on l'a intégré contre notre gré. En fait, je m'explique. Nous, on évalue des canaux de contact. Et l'IA, ce n'est pas un canal de contact. C'est une technologie. C'est une technologie qu'on va retrouver dans à peu près tous les canaux de contact. Dans certains cas en front, dans certains cas en back-office. Ça peut gérer des flux pour aller au bon agent, etc., etc. Aujourd'hui, si je vais sur un chat, dans certains cas, je suis identifié. L'entrée en relation, elle se fait par une machine. Je ne sais pas toujours que c'est une machine. On a un problème de transparence. Donc je note l'interaction sans savoir potentiellement si je parle avec une machine ou avec un collaborateur. Ça, c'est particulièrement vrai sur l'écrit. Peu d'entreprises aujourd'hui, par exemple, disent que les 40 emails qu'on a évalués, ils ont peut-être été rédigés grâce ou en partie avec de l'IA. Donc, indirectement, dans élu service client de l'année, on évalue de l'IA, mais nous, on est côté expérience client, donc on ne sait pas si vous avez utilisé de l'IA ou pas. De la même manière que quand on nous dit, mais vous notez les partenaires en relation client, les BPO? Mais nous, on ne le sait pas quand vous êtes du côté expérience client, si vous avez été traité en interne ou en externe. Ouais, mais tu me disais comme que l'orthographe s'était améliorée. En fait, il y a un seul critère qu'on pense pouvoir attribuer à l'IA aujourd'hui, c'est la qualité de la grammaire et de l'orthographe. C'est le critère qui a le plus progressé sur cette édition. Il a pris 17 points. A priori, on n'a pas formé tous nos collaborateurs cette année au français, à la grammaire ou à l'orthographe. Tout le monde n'a pas appris le Becherel. Donc on suppute que l'IA nous a aidés dans cette montée. Alors, on va peut-être passer directement aux bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques que tu as retenues chez les participants à l'e-service client de l'année? Quelles bonnes pratiques tu peux recommander? Alors, on en a identifié au moins 4. La première chose, et on va y être aidé par des choses comme l'IA Act, c'est la transparence. Franchement, ce n'est pas un sujet d'utiliser une techno pour faire des choses. Mais dites-le. Vous pourriez très bien dire cet email a été, je sais pas moi, corrigé par une IA. Vous pourriez très bien dire, si je suis sur un chat, je suis Nono le petit robot, c'est moi qui vous réponds. Alors même si peut-être que Nono, c'est pas le bon pseudo. La deuxième chose, ce qu'on voit à chaque fois, c'est que le client il veut des alternatives. Il veut qu'on lui laisse le choix. Si vous avez décidé de faire quelque chose en entonnoir, que vous voulez que la première couche soit obligatoirement un callbot, un chatbot, why not? Mais à la fin, il faut que le client il puisse en sortir et il puisse aller contacter un humain ou un autre canal. L'idée, encore une fois, vous êtes dans la phase d'appropriation, ça va permettre quoi? S'il constate que la réponse est la même des deux côtés, à la fin, il va se dire je peux faire confiance, par exemple, à la machine. Ça nous amène au troisième point qui est jouer sur la complémentarité. Nous, on est persuadés d'un truc. Déjà, on aime beaucoup l'humain, mais c'est qu'en fait, la machine ne peut pas faire la même chose que l'humain. La machine, elle ne génère pas les mêmes choses. Elle peut donner une bonne réponse, elle va avoir plus de mal à vous faire sourire, elle va avoir plus de mal à créer de l'attachement, elle va avoir potentiellement plus de mal à contextualiser. Ça, c'est l'humain qui va le faire. Et donc, gardons la valeur ajoutée de chacun. Et je pense que le vrai truc, c'est de se dire, là où la machine est meilleure que l'humain, eh ben, utilisons de la machine. Là où l'humain est meilleur, voilà. Et ce qu'on veut, un best-of-breed, c'est j'associe finalement le meilleur des deux mondes. Et enfin, on l'a dit, on est en transformation. Quand on veut faire évoluer des choses, pensez bénéfice client. Souvent, on regarde bénéfice entreprise. Ok, peut-être que je vais avoir moins de flux là, peut-être que je serai mieux là. Vos clients, ils sont prêts à accepter plein de choses s'ils ont un bénéfice. Et vous le mettez en avant. Je vais vous donner un exemple simple de bénéfice inimaginable il y a quelques années.
avant qu'Uber arrive, personne ne voulait être géolocalisé, personne ne partageait sa géolocalisation. Si vous voulez savoir où quelqu'un était, en gros, il fallait l'appeler. Un jour, il y a Uber qui est arrivé, les VTC, si on va être encore plus large, ils ont dit quoi? Vas-y, tu me partages ta localisation. En échange, tu auras une voiture plutôt de qualité et dans les 5 minutes dans les grandes villes. Tout le monde a accepté de partager sa localisation parce qu'il y avait un bénéfice évident, plus rapide, souvent moins cher et une voiture plus sympa. On peut faire pareil avec n'importe quelle techno, n'importe quelle IA ou n'importe quelle solution. D'accord. Alors, pour retrouver l'étude, bien entendu, on va la voir sur le site et du service client de l'année. Tu as mis l'URL et vous pourrez récupérer les slides. Alors, si on passe maintenant à l'IA chez AD Communical, on a dit plus d'IA pour plus d'humains. Mohamed, une des premières choses que tu m'as dit, c'est important de travailler sur l'IA, quel intérêt, à quoi ça sert et un petit peu d'éthique. Oui, tout à fait. En fait, toutes nos initiatives d'intelligence artificielle, elles sont régies par un certain nombre de principes clés. Et ces principes clés, c'est ceux que vous avez devant vous. C'est que l'IA, elle doit être éthique, elle doit être transparente, elle doit être totalement sécurisée. Et il faut qu'on ait confiance en ce qu'on va mettre dans la machine, qu'elle soit respectueuse du cadre légal, mais surtout, et le plus important, c'est qu'il faut qu'elle soit axée autour de l'humain. C'est-à-dire que toutes nos pratiques, tous nos développements liés à l'intelligence artificielle sont pensés avec l'humain au centre. C'est vraiment la pratique la plus importante. Et pour vous illustrer ça, je vais vous donner un cas concret qui a lieu tous les jours dans une agence d'emploi. Imaginons, on est mercredi après-midi, on est sur une agence, il y a le téléphone qui sonne. Il y a des mails qui tombent toutes les minutes quasiment. Et au milieu de ça, vous avez des demandes pour absolument tout. Ça peut être un intérimaire qui a une question sur son bulletin de salaire. Ça peut être un client qui demande un suivi sur son besoin en recrutement. Ça peut être une question d'un autre intérimaire sur son lieu de mission ou sur des informations qui concernent sa mission. Et au milieu de tout ça, vous avez en général une personne qui est le recruteur et qui court dans tous les sens pour essayer de faire tout ça. Et nous, on est parti de ce constat-là avec ces principes clés pour se dire comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique, comment est-ce qu'on peut enlever cette charge administrative lourde dans nos équipes et comment est-ce qu'on peut remettre la relation humaine au centre de tout. Donc retirer toutes ces tâches chronophages qui très souvent ont pas ou peu de valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur le lien qu'on a avec nos clients, avec nos candidats. Donc voilà, ces principes-là, ils nous ont permis de déterminer tout un parcours de transformation. Et ce parcours de transformation, il est en format pyramidal avec un socle qui est la base, qui a besoin d'être extrêmement solide pour pouvoir amener toute la transformation qui suit derrière. Et la première brique, c'est l'acculturation. Donc là, on va vraiment semer les graines. On va être à l'écoute des personnes qui sont curieuses de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des personnes qui sont parfois aussi craintives et qui se disent si demain ça arrive, quid de mon poste et quel est mon intérêt, quelle est ma valeur ajoutée à moi en tant que personne. Et donc on écoute tous ces éléments-là, on fait beaucoup de pédagogie, on accompagne, et quand je dis on accompagne, c'est vraiment chaque collaborateur. Ça va du stagiaire qui vient d'arriver, qui vient d'être intégré, jusqu'au top management avec les comités de direction, les comités exécutifs et autres. Donc toute la chaîne hiérarchique est embarquée, parce que si on veut que ça marche et si on veut que les personnes demain utilisent l'intelligence artificielle et que ça leur fasse gagner du temps et gagner de la sérénité dans leur job au quotidien, il faut que tout le monde soit dans le bateau. C'est les femmes et les hommes qui aujourd'hui font ADECO et qu'il va falloir embarquer avec nous sur ces projets de transformation-là. Donc la brique, le niveau 1 est vraiment le plus important et c'est ce qui va nous permettre de démystifier et d'enlever toutes les craintes qui sont liées à l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va arriver au niveau 2 où là, on va vraiment faire adopter l'intelligence artificielle à tous nos collaborateurs. Les faire adopter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement les engager, leur montrer avec des cas d'usage concrets, avec des remontées de terrain, comment est-ce qu'on peut leur faciliter leur quotidien, comment est-ce qu'ils peuvent redevenir des recruteurs plutôt que des opérateurs de saisie. Et cette brique-là va permettre de pouvoir les embarquer et de gagner en confiance. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir des levées qui vont se faire par rapport aux personnes qui sont les plus sceptiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qui vont pouvoir commencer à tester, à jouer un peu, et se rendre compte de l'efficacité et du temps qu'il leur est rendu quand ils utilisent correctement les outils d'intelligence artificielle. Et pour les plus curieux d'entre eux qui avaient déjà un pied dedans, eux, ça va leur permettre vraiment de concrétiser leur utilisation de l'intelligence artificielle, de faire en sorte qu'au quotidien, ils l'utilisent et qu'ils gagnent du temps.
Et c'est souvent ces personnes-là qui vont être vraiment moteurs, qui vont nous faire remonter des cas extrêmement concrets, extrêmement pertinents vis-à-vis de leurs difficultés, de ce qu'ils rencontrent au quotidien, et qui vont nous permettre aussi de faire évoluer nos outils ou même d'en créer des nouveaux selon des cas d'usage. Ouais, tu me disais qu'il y avait 2 KPI indispensables à monitorer dans ce cas-là. Si on veut que l'utilisation de l'intelligence artificielle reste pérenne au sein de la société, pour moi, il y a 2 indicateurs qui sont clés. C'est vraiment le taux de couverture. Voilà, combien de personnes au global versus la totalité des collaborateurs utilisent l'intelligence artificielle et avec quelle récurrence. C'est vraiment le 2e indicateur qui est hyper important parce qu'on peut avoir des personnes qui vont être de passage, qui vont tester une fois, qui vont se dire ah oui c'est sympa et qui vont pas le mettre forcément dans leurs réflexes et dans leurs habitudes quotidiennes. Et en monitorant ces 2 KPI là, ça va vous permettre vraiment de faire en sorte qu'il y ait un suivi et de faire aussi des piqûres de rappel régulièrement, des formations en prompting, de l'accompagnement, des webinaires, de la veille technologique sur les nouveautés liées à l'intelligence artificielle. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire que vous allez pouvoir embarquer la brique 3 avec la transformation. Et là, en fait, on est vraiment dans l'enjeu de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ce temps-là que je gagne, comment je le réalloue et comment je transforme mon métier de demain, comment je réinvente mon organisation, mes agences, et comment ce temps-là, je peux le dédier plus à la relation que j'ai avec mes clients, avec mes candidats. Alors justement, est-ce que tu pourrais donner un exemple dans la relation client où vous avez mis en place quelque chose qui a changé un petit peu la vie des collaborateurs? Ouais, je vous parlais tout à l'heure de... Alors, j'étais pas sur le bon bouton. Je vous parlais tout à l'heure de gains de temps et de charges administratives lourdes. Techniquement, c'est ce qu'on a développé avec Aloha. Aloha, c'est un chatbot de réclamation qui va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations de niveau 1 qui arrivent de la part des clients ou des intérimaires ou des candidats. Donc Aloha, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est accessible soit sur app, soit sur téléphone. Et la personne va faire sa requête, va envoyer sa réclamation. Et Aloha va venir chercher dans tout le système d'information et concaténer toutes les informations qui sont liées à cette demande-là. Typiquement, j'ai une erreur sur mon bulletin de salaire ou alors je ne comprends pas une ligne. Ça va aller analyser tous les éléments liés à sa rémunération, à sa mission, ses dates de mission. Est-ce qu'il a travaillé un jour férié? Est-ce qu'il a travaillé 2 nuits, 2 jours? Et ensuite, lui donner une réponse qui, dans 95% des cas, est pertinente. Pour les 5% restants, ça escalade au niveau 2 et ça va venir le donner à de l'humain, à nos équipes qui sont dans les centres de service et qui gèrent toute la partie middle office, et eux vont pouvoir prendre le relais. Mais ces personnes-là qui auparavant avaient 100% de la charge, on leur a enlevé 95%. Alors justement, est-ce que si on enlève du jour au lendemain Aloha, donc je vois que ça fait 7065 conversations par mois, est-ce que les équipes peuvent tenir la charge? Justement, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux parce qu'on les a habitués justement à enlever ce niveau 1. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne seraient pas capables de tenir la charge. Et puis, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est qu'avec des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer du turnover. On va avoir des personnes qui vont se lasser de leur job, qui vont partir au bout de quelques semaines, voire quelques mois, et qui vont faire autre chose. Donc en plus de ça, on a des coûts cachés sur de la formation, sur de l'intégration, sur du recrutement, qu'on voit pas forcément quand on regarde toutes ces stats-là. Mais en tout cas, c'est aussi un élément qui va nous permettre de faire de la rétention, de fidéliser les collaborateurs, mais aussi de l'autre partie, côté client et candidat, qui va nous permettre d'avoir un niveau de réponse qui est plus qualitatif, qui est plus personnalisé également, et donc d'avoir une attractivité plus forte pour capter nos candidats et les conserver. Alors, je crois que tu nous as préparé d'autres cas d'usage. Oui, alors là, je vous ai montré sur la partie client. Je vais passer très rapidement, mais de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qu'on peut faire gagner comme temps à nos équipes en interne avec des outils qui sont pensés pour les recruteurs? Le premier, générateur de questions d'entretien. Là, tout simplement, ça va être de pouvoir récupérer des informations liées à un candidat quand il nous transmet, par exemple, son CV, de pouvoir analyser tout ça et d'avoir des questions qui sont au moment de l'entretien de recrutement, pertinente, ciblée pour cette personne-là. Donc elle se sent reconnue. On est plus en adéquation, en tout cas plus efficace avec ce qu'on va lui demander et avec les échanges qu'on aura avec lui. Donc plus en proximité pour pouvoir être sûr de cibler son besoin, ses envies, que ce soit sur de la mobilité géographique, que ce soit sur de l'évolution de poste, de la formation. Et c'est cette génération de questions d'entretien qui va permettre d'être beaucoup plus efficace dans le ciblage et de proposer des missions qui sont vraiment en adéquation avec la recherche du candidat.
Alors, je crois que tu nous as montré d'autres cas d'usage. C'est vrai que c'est important de faire gagner du temps aux équipes et donc de les soulager de ces tâches administratives, mais également les intérimaires. Tout à fait. Un deuxième cas d'usage qui est Talent Placer. Là, on va faire ce qu'on appelle du reverse matching. Habituellement, sur le métier du recrutement, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un candidat qu'on va recevoir en recrutement, et là, on va dire bon bah je te propose plein d'offres que j'ai en stock, etc. Et on va pas forcément se partir du candidat. En tout cas partir du besoin pour pouvoir lui proposer des missions qui sont pertinentes. Talent Placers, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que ça va aller sonder en fonction des compétences du candidat et en fonction de tous les éléments qu'il nous a transmis, sur les envies dont je vous parlais juste avant, sa zone de mobilité ou ses compétences spécifiques si on parle du secteur de la santé. Est-ce qu'il a travaillé sur des services cardiologie, sur de la gériatrie, sur de l'oncologie, qui sont des services très techniques. Et donc on va aller sonder en interne et en externe toutes les offres qui vont permettre de répondre exactement et précisément à tous ces besoins-là. Et un troisième cas concret, job posting. Alors là, c'est un assistant à la rédaction d'offres d'emploi. On a tendance à avoir, si vous allez sur n'importe quel job board, Indeed, France Travail, vous allez voir des offres qui se ressemblent beaucoup. Job posting aujourd'hui permet de faire plus de personnalisation dans la rédaction des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on va remplir un certain nombre de critères liés à la demande d'un client, et job posting va nous faire une présentation qui est plus poussée. Ça peut être une présentation sur un établissement de santé, par exemple, qui va nous définir le nombre de lits qu'il y a dans l'établissement, comment sont organisés les services, comment a été monté cet établissement, est-ce qu'il y a un historique particulier, est-ce qu'ils sont précurseurs sur de la recherche ou non. Et ça va permettre de donner plus de choix au candidat, ou en tout cas plus d'éléments qui vont lui permettre d'affiner ses critères de sélection. Et job posting aujourd'hui, c'est plus de 35 000 offres générées, et on estime ce gain de temps-là sur la rédaction d'offres d'emploi, qui était très chronophage avant, à environ 70% de temps gagné pour le recruteur. Donc ce temps-là, c'est du temps qui va bien évidemment réallouer. Ouais. Et pour finir, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais il y avait aussi tous les mini-assistants que vous avez mis à disposition des équipes. Je crois que selon les métiers, il y a des assistants, il y a marketing, RH, résumé, etc., etc. Ouais, alors pendant très longtemps, on avait un chat GPT en interne qu'on a récemment changé et on a mis à disposition Copilot pour l'intégralité de nos collaborateurs, avec des galeries de prompts en fonction des métiers qui vont permettre, qu'on soit au marketing, qu'on soit dans les équipes sales ou qu'on soit dans les équipes recrutement, d'avoir un certain nombre de prompts prédéfinis pour aider à l'acculturation de l'intelligence artificielle et aller plus vite dans la maîtrise de ces outils-là. Et tu l'as dit, il faut vraiment communiquer, il faut que ça remonte du bas vers le haut. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'adoption globale de l'intelligence artificielle. Et exactement, et si je dois finir sur un mot particulier, c'est vraiment de dire que l'IA, on disait plus d'IA pour plus d'humains. Je dirais même qu'au-delà de plus d'humains, c'est qu'elle va amplifier l'humain. Elle va pas juste être une béquille. C'est vraiment, moi, ce que je dis souvent aux nouveaux collaborateurs qu'on intègre, c'est de leur dire, imaginez une entreprise où on vous donne un assistant particulier, peu importe votre niveau de poste. Bah, c'est vraiment ça. C'est un assistant sur de la rédaction d'offres d'emploi, c'est un assistant à l'aide au recrutement, à la présélection, à la préqualification des profils. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision-là. C'est pour ça que l'humain au centre, c'est vraiment le cœur de toutes les initiatives, parce que c'est ce qui va nous permettre de gagner en fiabilité, en efficacité, et de soutenir aussi une croissance avec toute la faible valeur ajoutée qui est complètement automatisée. Toute cette chaîne-là, si on l'enlève, vraiment on se focalise sur le cœur de notre métier, qui est l'humain et le recrutement. D'accord. Alors justement, c'est une excellente transition, puisqu'en fait, on va voir l'intégration de l'intelligence artificielle à la CIPAV. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous aussi, vous avez mis un programme d'acculturation avec la mise en place de copilotes également au niveau des équipes. Et c'est vrai que pour la caisse de retraite, c'était peut-être pas quelque chose qui était finalement très naturel. Non, effectivement, c'était pas super naturel, puisque évidemment, une caisse de retraite, le centre même de notre métier, c'est l'humain, puisqu'on gère 400 000 assurés. Vous avez d'ailleurs les chiffres clés qui sont affichés. Donc on a 412 219 assurés qui sont composés de 171 564 professionnels libéraux, et 240 655 micro-entrepreneurs.
Nous versons à 231 606 prestataires, donc ça c'est les chiffres de 2025, sur 2025, donc, et nous avons versé 1,10 milliard sur l'année 2025. C'est un montant qui est annuel de nos prestations, donc c'est la retraite, mais c'est aussi des prestations de type invalidité, enfin tout ce qui est autour de la prévoyance et de la réversion, comme je vous en ai parlé précédemment. On a aussi, on peut le préciser, 11 milliards en réserve, donc d'euros bien sûr. Et puis, on a aussi une politique très très active sur l'action sociale pour aider nos populations qui sont dans des situations un peu délicates. Donc, on leur alloue, en tout cas en 2025, on a alloué 5 millions d'euros pour les aider. Ouais. Alors, on a vu le programme qui est été mis en place chez Adecco Médical. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous au niveau de l'IA ? Alors l'IA, comme tu l'as précisé tout à l'heure, en fait, on commence progressivement, on est vraiment au démarrage. Donc on a mis Copilot à l'ensemble de nos collaborateurs. Et, Alors, version payante, tu nous as précisé que c'est important de le dire qu'il faut souscrire au forfait payant. C'est ça, on a choisi Copilot, donc on a acheté les licences qu'il fallait pour pouvoir sécuriser et bien respecter les normes RGPD notamment. Donc on s'était aperçu qu'il commençait à y avoir des collaborateurs qui voulaient s'initier à l'IA et donc à utiliser toutes sortes d'IA, ChatGPT et d'autres. Donc on a voulu bien organiser le travail autour de ça et donc on a déployé une formation à tous nos collaborateurs. Alors dans le quotidien, on n'a pas tous la même utilisation, puisqu'on n'a pas tous les mêmes profils. Donc il y a ceux qui l'utilisent uniquement pour la transcription ou l'enregistrement des réunions, voilà, avec l'accord des personnes, des participants bien sûr. Il y a ceux qui l'utilisent aussi pour reformuler les courriers, voilà, les courriers à l'attention des assurés. Il y a ceux aussi qui l'utilisent en interne dans les mails, bien sûr. Et puis, il y a aussi d'autres utilisations. Alors, si je parle de moi, par exemple, j'ai pris quelques jours de congé et quand je suis revenue, je lui ai demandé de me remonter tous les faits marquants qui s'étaient passés pendant mon absence. Et ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Et c'est vrai que tu me donnais pour la partie relation client, le fait de pouvoir gagner du temps sur la réalisation de courriers, en particulier les courriers complexes, grâce aux informations du client, toujours sécurisées. C'est ça, en fait, on enrichit aussi nos domaines en faisant la prospection sur le net, notamment en maîtrise des risques. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas à tous, mais les cas de fraude, on les connaît, il y en a de plus en plus... Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus inventifs, donc on essaye de se tenir au fait et ainsi enrichir notre cartographie des risques. Pardon. Donc c'est une utilisation, oui, pour plein de choses au sein de la CIPAV. Ouais, je crois qu'il y avait un conseiller qui avait mis quelques minutes à écrire un courrier qui normalement prenait une vingtaine de minutes à réaliser. C'est ça, on a des vrais gains de productivité. Alors évidemment, hein, l'IA, on va pas remplacer l'humain, elle va pas remplacer nos emplois, c'est pas ça. Par contre, on essaye justement de nous reconcentrer sur nos relations avec nos assurés et surtout voilà, gagner en productivité et faire des choses qui demandent un peu plus de temps, qui sont plus complexes à réaliser. Ouais. Alors il y a un autre point qu'on voulait donc partager, qui va être le focus en fait de la suite de l'intervention, c'est la mise en place du callbot qu'on a mis en place pour vous et surtout un callbot en IA générative, parce que on a mis en place des callbots chez certains de nos clients, l'IA classique avec les déceptions que ça peut avoir, l'IA générative, un callbot, est-ce que ça marche ? Alors effectivement, ça marche. Donc depuis le 1er décembre 2025, on a mis en place Serena. Voilà, on a appelé Serena, qui nous permet de répondre à toutes les questions de premier niveau, on va dire. Donc, où puis-je trouver mon attestation fiscale, comment je dois faire pour demander ma retraite en ligne, plutôt des questions de ce type-là. Et bien sûr, si le callbot ne répond pas, c'est un expert qui prend la main. Le callbot, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui nous permet de répondre à des populations qu'on n'avait pas forcément identifiées au départ, à savoir qu'on s'est aperçu qu'on avait quand même 3400 assurés qui téléphonaient hors horaire d'ouverture de notre centre. Donc, dorénavant, on peut répondre à ces personnes. Et on a aussi
cherché dans notre fichier d'assurés et on s'est aperçu qu'on avait 35 000 assurés qui habitaient hors fuseau horaire de France. Donc à l'international, en dom-tom, etc. Donc ça, c'est pareil, c'était une cible qu'on avait à cœur de répondre, tout à fait. Il fallait répondre à ces demandes-là parce qu'ils n'étaient pas disponibles dans les horaires ouvrés, ce qui offre en fait un service complémentaire, une meilleure qualité de service. Exactement. Et puis, on s'est aperçu aussi, on a regardé les chiffres et ils sont affichés là. Donc, on a quand même 75% des demandes qui sont entièrement traitées par le callbot. Et puis, 25% qui donnent lieu à un rappel ultérieur par un expert. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on n'avait pas un besoin extrême de décrocher, puisqu'on avait déjà atteint plus de 98% de décrochés au sein de la CIPA. Donc c'est vraiment Donc c'est vraiment de la qualité en plus. Alors justement, j'aurais une question. Est-ce que ces réponses sont personnalisées ou pas? Et pourquoi avez-vous fait ce choix-là? Alors les réponses, elles sont pas personnalisées. Et pourquoi on a fait ce choix-là? C'est ce que je disais précédemment, hein, c'est pouvoir répondre aux cibles que l'on n'avait pas au départ, c'est-à-dire les 35 000 assurés hors hors France, et les 3 400 qui appelaient hors horaire. Et c'est vrai qu'on en a échangé ensemble aussi. Ça donne aussi un peu plus de confort pour vous, parce que tu me disais que parfois vous aviez besoin de faire des réunions de formation ou des réunions d'équipe de manière ponctuelle, et auparavant c'était compliqué, il fallait diviser l'équipe en plusieurs fois. Là maintenant, vous avez en fait la possibilité de mettre en place le bot comme ça, comme vous avez quelque chose d'une actu ponctuelle, quoi. C'est ça, on l'active, on le désactive à notre gré. Donc ça, c'est plutôt simplifiant et ça permet aussi d'embarquer avec nous lors des réunions de projets d'entreprise, par exemple, tous ceux qui sont en centre d'appel et qui peuvent dorénavant participer. On a aussi Serena qui répond à la fois en français et en anglais depuis peu. Donc ça, c'est un petit plus. Et puis on l'utilise vraiment en switch off-on dès qu'on en a besoin. Ouais, c'est cette simplicité. Et alors, est-ce que les gens, ils pensent parler à un conseiller ou ils savent qu'ils passent un bot? C'est ce que disait tout à l'heure notre ami Ludovic. Est-ce que c'est identifié, je m'appelle Serena, je suis un bot, etc. Alors en fait, dès la première seconde et jusqu'à la 5e minute, on propose à l'assuré de se connecter. Soit il peut être pris en charge par le callbot, soit il est pris en charge par un expert. Donc on lui laisse le choix. Oui, ça se passe plutôt bien. Et alors là, on est en train d'étudier avec vous, dernièrement, à la possibilité de le faire répondre systématiquement au lieu d'utiliser le SVI qu'on a actuellement, c'est-à-dire orienter les réponses. Voilà, dans quelle typologie vous vous trouvez, quel est votre profil, etc. Et du coup, de pouvoir répondre dès le départ aux premières questions et ensuite seulement escalader jusqu'à un expert. Ouais, c'est vrai que cette qualification, généralement, est un peu meilleure parce que la personne exprime son besoin au lieu de devoir subir les taper 1, taper 2, taper 3. Alors, on a parlé de bots et c'est vrai que c'était un élément clé de ton intervention. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à la CIPAV, vous, l'humain est essentiel. Et c'est vrai que l'accueil et la relation client, comme tu l'as dit, c'est essentiel, surtout dans des moments où on part en retraite, que c'est un petit peu complexe. C'est quand même, ça impacte fortement son futur. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous proposez une palette extrêmement large, parce que le bot, c'est un des moyens, le téléphone, c'est un des moyens, mais vous avez aussi également pensé l'accueil physique et l'accueil de relation client au sens large. Exactement, parce que en fait, les démarches autour de la retraite et de la prévoyance sont toujours un petit peu complexes pour tout le monde, hein, y compris pour moi dans le futur. Et du coup, on est sensible à tout ça et on essaye de bien organiser tous les rendez-vous. Donc, on leur donne la possibilité de prendre rendez-vous, des rendez-vous de 20 minutes en ligne. Et comme ça, on leur permet un accompagnement sur mesure. Ouais. Il y a également quelque chose d'important, tu m'as dit, ce qui faisait peut-être pas un effet waouh, mais presque, c'est la visio. Parce que parfois, les personnes ne peuvent pas se déplacer en région et ils aiment bien voir quelqu'un. Ça fait vraiment la différence. Exactement. Alors, on laisse bien sûr la possibilité du téléphone, ça, on en a parlé précédemment. On a aussi beaucoup de visioconférences et effectivement, le face-à-face, ça fonctionne très, très bien. Tout le monde ne peut pas se déplacer au siège à Paris ou dans d'autres régions dans lesquelles nous, on se déplace. Je ne sais pas si tu veux afficher. Ouais. Voilà. Donc, on se déplace quand même à Nice, à Lille, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux
et à Strasbourg. Et puis, on a aussi déployé 28 accueils en région. C'est-à-dire qu'on a formé des collaborateurs de l'URSSAF pour qu'ils puissent répondre aux premières questions des assurés qui se présentent aussi à leur guichet. Ouais, donc on a vraiment cet aspect, le bot qui offre plus de services, à la fois les équipes classiques, mais également ouvrir des canaux pour s'adapter en fait aux besoins des clients. Visio, face à face, rendez-vous téléphonique et saisie de créneaux en ligne. Donc comme ça, en fait, on est sûr de répondre aux besoins des clients, enfin des Exactement. adhérents. Et puis on est présent sur plusieurs salons pour D'accord. aussi pouvoir rencontrer nos assurés. Ben, merci pour ce retour de témoignage. Alors, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était vraiment cette complémentarité, montrer qu'un callbot en IA générative permet véritablement d'apporter plus de services. On a vu ensemble la partie chatbot qui va permettre de soulager les équipes et les concentrer sur la valeur ajoutée. Et dans les deux cas, on voit bien que c'est au service du client sans nuire du tout aux collaborateurs et au contraire redonner plus de sens aux équipes. Donc voilà la philosophie de cet atelier, c'est-à-dire l'IA d'augmenter la relation client. L'IA générative, on a vu la simplicité de mise en place, parce que c'est vrai que l'IA générative, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, mais c'était pas des heures et des heures à programmer des questions-réponses. Ah non, le projet, il a été fait en l'espace de 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment, ça s'est passé sans douleur et peu d'accompagnement finalement au changement au niveau des collaborateurs. Donc c'est simple à mettre en place parce qu'on n'a pas à faire toute cette session de questions-réponses, on leur donne des informations. Ça permet d'offrir des services en plus, de la qualité en plus, et toujours l'humain au centre.